Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Nous allons avoir une assemblée de 3 journées de durée. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour préparer cette assemblée. Je m'appelle Yoni. Je travaille comme une des co-directrices du secrétariat global de Menengage et avec Lakshman, nous allons vous guider à travers la journée. Nous allons avoir la participation de plusieurs d'entre vous, j'espère. Et je suis des Pays-Bas et je travaille en Espagne, à Barcelone. Lakshman, vous avez la parole. Namasté à toutes et à tous. Je m'appelle Lakshman. Je travaille dans le secrétariat global comme Johnny et je suis ravie d'être présente dans le démarrage de cette assemblée de 3 journées qui va fêter notre engagement à la vision que nous avons créée pour nous en tant que communauté, en tant que cercle de cette famille globale à laquelle nous appartenons. Nous sommes ravis donc de cette assemblée et nous allons bonne fierté. C'est le mois de la fierté LGBTQ, donc nous devons nous placer dans les contextes appropriés et nous devons être reconnaissants des défis auxquels la communauté LGBTQ fait face et nous voulons reconnaître aussi les luttes que nous avons menées pour les droits humains pour toutes et pour tous. Et nous voulons exprimer notre solidarité à nos collègues partout dans le monde. Et nous vous souhaitons la bienvenue. Donc, nous vous prions de vous unir à notre reconnaissance. Nous voulons vous donner l'opportunité de dire bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons ouvrir nos micros. Nous vous invitons à allumer vos micros et dire bonjour dans votre propre langue. Et nous allons maintenir les micros ouverts pendant quelques instants pour que vous puissiez dire bonjour dans votre langue. Nous vous invitons à ceci faire. Oui, n- voilà les langues, toutes les langues qui sont présentes dans cette réunion. Il y en a plusieurs. C'est très bien d'écouter vos voix. Nous voulons nous assurer de vous écouter aussi pendant que nous avançons à travers les conversations. Oui, nous voulons donc continuer et vous pouvez continuer à dire bonjour dans le chat, pas dans le micro maintenant, parce que sinon l'interprétation ne sera pas possible, d'accord? Donc, maintenant, nous aimerions euh, inviter un de nos collègues pour qu'elle partage quelques mots de bienvenue. Donc, elle est la responsable à Sri Lanka de développement social innovateur. Elle travaille à Sri Lanka et dans la région et elle a apporté plusieurs aspects. Donc, sans euh, plus dire, donc je vais vous demander de vous présenter maintenant. Samita, vous avez la parole maintenant. Merci, Lachman. Merci à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Euh, Selon le pays d'où vous nous rejoignez, comme Laxman et Yoni ont dit, je suis ravie d'être avec vous. Et,
nous allons avoir, comme on a déjà dit, cette assemblée pendant 3 journées. Ces 3 journées seront très intéressantes. On va partager plusieurs connaissances et cette assemblée nous donnera un espace pour nous rencontrer, pour faire les connaissances les uns des autres, pour partager nos expériences, nos défis. Nous tous savons que les défis sont en train d'augmenter et maintenant, nous parlons toujours de l'importance d'être, de se serrer les coudes et d'être solidaires et de nous soutenir les uns les autres et d'être là les uns pour les autres. D'accord? Donc, voilà l'objectif d'être ici ensemble pour partager le travail que nous menons partout dans le monde. Je sais que vous avez écouté les différentes langues que l'on a partagées, on vient de partager, les différents pays qui sont représentés dans le chat. Donc, c'est comme tout un monde, toute une planète qui est unie dans cette réunion, n'est-ce pas? Donc, comme Lachman a dit, j'ai appartenu à cet espace pendant quelques années, donc c'est assez intéressant pour moi et cela apporte de nouvelles connaissances et de nouvelles expériences. J'espère que tout le monde va se sentir de la même manière. J'espère que vous serez là pendant les 3 jours. Donc, il faut que vous vous assurez d'être ici avec nous et j'espère qu'on aura le temps pour continuer à partager et pour mener une conversation en tant que membre. Lachman et Yoni, je vous redonne la parole pour que vous puissiez continuer. Merci. Merci, Samita. Aujourd'hui, nous avons la première journée d'un programme de 3 jours, de 3 journées, comme Samita nous a dit. Donc, ce que nous voulons faire pendant ces 3 jours, c'est en fait la troisième fois que nous menons une assemblée de Men Engage. La deuxième fois a été il y a 1 an et la première fois a été en 2014, après le symposium de Delhi. La dernière fois, il y a 1 an, nous nous sommes mis à réfléchir sur la déclaration Ubuntu et ce que nous avons fait en matière de suivi de nos engagements. Et nous avons nommé cette assemblée comme Ubuntu plus 2. Donc, nous vous invitons à réfléchir comment nous nous sommes débrouillés pour implémenter les engagements du symposium et la déclaration et l'appel à l'action Ubuntu. Mais en fait, le contexte sur lequel nous travaillons change en permanence. Comme Samita a dit, il y a plusieurs enjeux. Et en général, par exemple, il y a des enjeux qui sont liés au contre-coup, par exemple. Donc, nous travaillons sur la justice, les droits humains, la justice sociale et climatique. Voilà des sujets qui sont remplis de contre-coups. Donc, nous voulons profiter de l'espace d'aujourd'hui pour les réfléchir ensemble et pour partager notre travail dans le contexte actuel et ce qui représente pour nous d'être membre de Men Engage. Quelles sont en fait les activités, les priorités que nous devons établir pour nous? Quel type d'activité il faut mener à bien? L'idée, c'est de réaffirmer nos engagements à la déclaration et l'appel à l'action Ubuntu et de reconnecter en tant que communauté et de nous réénergiser en tant que communauté dans la lutte conjointe que nous menons. Lachman, pouvez-vous partager la déclaration Ubuntu et quelques aspects marquants, quelques jalons, parce qu'il y aura quelques sujets sur lesquels nous allons nous pencher, les approches féministes intersectionnelles, par exemple, qui font partie de la lutte plus large pour les systèmes des changements, aussi le fait d'établir des pratiques et redevables
pour lutter contre les masculinités patriarcales, aussi l'implication des voix de jeunes, le fait de suivre le leadership de jeunes, le travail pour la décolonisation des pratiques en général. Ça fait partie de l'ordre du jour de demain, de la journée numéro 2 de l'Assemblée. Nous ne travaillons pas que pour la transformation du monde en dehors, mais aussi pour le monde en dedans, aussi les relations que nous menons les uns avec les autres et avec nous-mêmes, parce que ça fait partie aussi de notre travail pour le changement social et nous travaillons depuis la perspective de pouvoir avec, c'est-à-dire ensemble, nous pouvons faire beaucoup plus. Le faire d'être en alliance avec un mouvement plus large pour la justice de genre social et climatique. Et comme nous sommes une communauté globale, nous devons nous concentrer sur cela. Ceci dit, je vais repasser la parole à Lachman qui va partager avec nous l'ordre du jour pour que nous allons être ensemble pour cet événement de 3 journées. C'est une assemblée donc pour ce que nous appelons la famille, notre famille globale. Et c'est une assemblée de 3 journées. Nous allons nous concentrer sur l'exploration des engagements que nous avons entrepris en tant que communauté sur la base de quelques principes et quelques aspects éthiques, ce que ça veut dire dans le contexte actuel du point de vue intersectionnel, du point de vue du dialogue critique. Demain, nous allons nous concentrer sur une série que nous avons menée depuis quelque temps. Il s'agit d'explorer, essayer de comprendre la décolonisation et nous allons observer comment la colonisation se présente dans l'Alliance, dans nos propres espaces et ça, ce que ça veut dire. Et nous devons penser du point de vue, réfléchir du point de vue critique, quelle mission nous avons et nous devons éclaircir aussi qui nous sommes et qui ne nous sommes pas aussi au sein de cet ordre colonial auquel nous faisons pas face. Et la journée numéro 3, c'est l'Assemblée des membres. C'est seulement pour les membres de l'Alliance. C'est notre espace interne où nous nous consacrons à travailler en tant que communauté globale et nous allons prendre quelques instants en nous à écouter. Donc, voilà l'ordre du jour. Donc, ceci dit, j'aimerais inviter Swan. Anne Barat est responsable d'un institut pour des études de genre et développement à l'Université des Indes occidentales et elle a mené beaucoup de recherches sur les communications, les réseaux sociaux et elle a couvert aussi dans son dernier livre, Douglas, pendant le XXe siècle, elle a parlé des intersections entre la race et d'autres aspects et les identités sociales aussi. Donc, par souci de temps, je vais passer la parole à Swan qui va se présenter et va partager avec nous ses remarques introductoires. Merci, Lachman. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous. Merci de votre invitation. Merci de nous rejoindre. Je suis ravie de faire partie de ce moment ainsi que de participer dans cette alliance pour la justice qui est Men Engage. Nous travaillons beaucoup
sur la justice climatique. Pour les remarques introductoires, j'ai pensé que ce moment-là est une expression de la déclaration d'Ubuntu, surtout en matière de redevabilité, travail interne et le pouvoir avec les uns avec les autres. Donc, je voudrais prendre quelques instants pour vérifier que cela s'exprime très bien. C'est un plaisir pour moi. Et quelques aspects à considérer. Nous que devons considérer pour les prochaines journées. Bonjour à toutes et à tous. Comme je dit, je me sens honorée d'avoir été invitée pour partager quelques remarques dans cette assemblée, dans ce moment de contemplation. Et je suis ravie aussi de pouvoir vous rejoindre dans la réflexion de ce que j'essaie que nous évaluons ce que nous faisons, ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qu'il faut passer en revue, etc. En matière de transformation. Ce sont des aspects fondamentaux pour une approche féministe de notre travail, notre engagement à l'action transformatrice pour faire face, démanteler, réimaginer, reconstituer les relations sociales de genre ou bien ces systèmes complexes de pouvoir qui reproduisent l'inégalité en tant que norme. Donc, nous devons nous rapprocher davantage à l'égalité des genres et à la justice. Cela s'applique aussi à l'aspect social, climatique, etc. Quand nous considérons les réalités contemporaines des confrontations et des insécurités, et, euh, comme les actions incroyables d'inclusion, non-discrimination, résolution, je vous rappelle les mots de Mandela. Il a dit, la liberté ne peut jamais être considérée comme un fait. Il faut la défendre. Nos, nos parents ont tellement sacrifié. Il faut utiliser ces droits précis pour assurer que les dons du passé ne nous soient pas enlevés. Quand je des conversations avec les élèves, les étudiants, nous encourageons toujours de ne pas considérer l'équité et la justice comme des faits, des acquis, parce qu'il faut continuer à lutter tout le temps. Les activistes nous ont rappelé les leçons cruciales que la liberté, les droits, la justice sont difficiles à lutter. La capacité de faire, de s'abstenir de faire, de se refuser à faire sont difficiles à obtenir. La reconnaissance, l'inclusion, la non-discrimination sont des signes d'hostilité et tout cela est ténu et complexe. Notre déclaration et nos engagements prennent une forme seulement à travers ce que j'appelle une action à faire affirmer pour renforcer la signification en contexte. Dans ce moment de clarté, je dis et je continue à dire que il faut être étranger à l'arrêt. Le patriarcat comme système de puissance est résilient et persévérant dans la préservation de ses effets. Un privilège qui n'a jamais été reconnu par ceux qui profitent de cette masculinité. Cela, il ne s'arrête jamais. Il ne prend du temps. Il ne s'arrête jamais. Prenons quelques exemples du Caraïbe. La semaine dernière, à Trinidad et Tobago, les paniques est émergée dans un arrêt de bus. Le- dans les médias, à niveau local et international, tout a été viralisé dans les réseaux sociaux. Il y avait une pétition de 30 000 signatures en 24 heures. Et on a fini les rumeurs sur le changement du programme de l'école. Quel était le problème? Vous pouvez demander. Dans une bibliothèque, il y avait le livre I Am a Rainbow.
un livre pour les enfants qui racontait l'histoire de l'auto-acceptation avec des autres livres qui nous racontaient l'histoire de 2 garçons qui s'aimaient l'un l'autre. Cela s'est passé au moment du mois de Pride. La résistance a été déclarée. Il faut sauver les enfants de la sobre-sexualisation, la dysmorphie de genre. Laisser cela à l'étranger et arrêter les essais de changer notre société en ce que nous ne reconnaissons pas que ce soit. Incidentellement, toutes ces peurs ou ces expressions é- étaient une démonstration de la violence sexiste qui plague les régions, spécialement dans la forme de violence contre les femmes, les filles, abus des enfants et fémicide. L'appel à l'action est de boycotter la librairie. Les livres devraient être censurés et il faut confronter les ministres pour qu'on ne change pas le programme d'éducation à l'école. Et il faut transformer les genres et la sexualité et cela menace notre société. L'appel: «Soignez vos enfants». Le mâle est un personnage dans une cape. Le dernier mois, en Jamaïque, il y a eu un panique semblable. C'est la politique de genre. On a déclaré politique de genre et la politique en mais le l'expression de la politique utilisait le langage exclusif pour reconnaître les identités non conformes de genre. La politique a été conçue pour inclusion et non-discrimination pour tous, dans toutes les circonstances et à tout niveau, ce qui a été approuvé en 2017. En 2022, il y avait eu des modifications, mais cela a été le point focal de rage pour ceux qui ne voulaient pas considérer ceux qui sont en dehors du binaire des genres, spécialement les femmes trans, pour l'utilisation et l'affrontation à la biologie, la perte de masculinité. Cela s'est viralisé dans les réseaux sociaux et il a demandé une pétition à Change.org et cela a été éliminé après, les, après le fait que les inégalités ont été mentionnées. On disait il faut sauver les enfants, il faut préserver l'intégrité des programmes établis, cette fois à niveau universitaire. Je partage ces exemples non seulement pour montrer que le sexisme, l'homophobie, la transphobie, etc., continuent à être des menaces à l'égalité et à l'équité des genres et continuent à compliquer les efforts pour la justice dans d'autres aspects d'insécurité, que ce soit le climatique, l'alimentaire, l'énergétique, la santé, économique ou d'autres manières d'insécurité. Mais je partage ces exemples parce qu'ils montrent tellement bien que la connaissance est puissance. Qu'est-ce que je suggère? Il faut contempler ces 3 jours comme il faut continuer et maintenir nos actions. Les confrontations et les insécurités que montre la contemporaine ne sont pas seulement des luttes pour les aspects politiques, culturels, mais ils sont enracinés comme des sphères d'influence, des sphères qu'est-ce que nous connaissons et des sphères de faire et comment cela est fait possible ou impossible. Déployer la survivance dans l'intérêt de la reproduction des systèmes de puissance et toutes les normes, l'idéologie et les structures qu'elles perpétuent comme des conditions nécessaires pour l'existence. Le déploiement est dans ce qui a été dit et ce qui n'est pas été dit. Dans l'injustice, la discrimination et l'exclusion sont tout nécessaires. Les mécanismes de survécu, la transformation
comme nous le voyons. Après, cela deviendra une menace aussi. Nous devons confronter, aborder ce système et sujet des privilèges. Nous, ainsi, ne devons considérer rien comme un fait. Nous devons continuer avec notre lutte pour les achèvements que nous avons déjà obtenus et pour ce qui nous reste. Il faut beaucoup à faire encore. Nous aurons des défis dans le chemin, il y aura des problèmes, mais nous devons continuer avec nos actions et notre génération de connaissances comme pouvoir. Nous devons entrer dans cette sphère que je mentionnais pour nous engager avec les connaissances comme un outil de pouvoir extrême. Cette semaine ou ce matin, nous allons continuer à réfléchir sur la confrontation négative, mais dans quelques endroits, il y a des messages explicites agressifs. Dans quelques autres espaces, ces messages sont donnés à niveau institutionnel, à niveau du gouvernement. Dans d'autres espaces, ce sont des messages subtils, sous-jacents. Nous vivons dans un monde où la transformation patriarcale, où le patriarcat est la règle et la lutte pour la transformation existe. De mon point de vue, la question est qu'est-ce qui se passe avec les droits des hommes, avec les crises de masculinité, etc., etc. Cette question apparaît et se suggère alors que ces questions ne surgissent pas seulement dans quelques espaces, mais que nous les faisons en général dans beaucoup d'espaces et que nous évaluons comment transformer les masculinités et comment engager les hommes et les garçons dans l'égalité des genres, dans la lutte pour l'égalité des genres. Et je suggère aussi que nous devons sentir quelque nostalgie pour le statu quo et que nous luttons pour ces inégalités que nous voyons et que nous essayons de les démanteler dans tous les États. Comme nous pouvons voir les discours politiques dans les réseaux sociaux, ils utilisent le pouvoir et la réclamation pour le pouvoir là où on le perçoit perdu ou potentiellement perdu. C'est un signe d'idéologie qui débilite nos privilèges. Je vais conclure alors. Je vous encourage à persister, à être toujours proactif, à vous engager pour lutter contre ces narratives. La connaissance est pouvoir et comme j'ai dit avant, soyons étrangers à ce point final. Merci. Merci, Josuane, de ta participation. Nous voyons qu'il y a beaucoup d'interventions sur ce que tu as partagé. Alors, ouvrons maintenant pour voir s'il y a quelques questions, quelques commentaires, quelques réflexions depuis les membres de Menengage qui sont ici présents aujourd'hui pour partager quelques réflexions sur ce qui t'a dit par rapport à ta phrase de que le pouvoir, connaissance des pouvoirs. Nous avons travaillé beaucoup et il y a eu des progrès dans la justice de genre et les droits humains. Et je pense que à niveau de la communauté ou des politiques, je pense qu'il y a un rejet plus profond. Et quand tu as dit que la connaissance est pouvoir, je pense à nos communautés, à nos amis, à nos familles, que à mesure que nous avons avancé dans la lutte pour les droits des femmes ou pour la justice climatique, il y a eu des réactions de peur, des fois, de nostalgie, un sentiment de perte peut-être. Et je pense que ça est lié
le manque de connaissances. Maintenant, est-ce que le manque de connaissances de la part des gens qui sont dans la première ligne, mais aussi dedans, cette lutte n'est pas une menace, c'est une amélioration pour nos vies. Nous luttons pour le même. Les mouvements queer, par exemple, ou les mouvements pour les droits des femmes ou antiracistes, ce n'est pas qu'il enlève des droits à d'autres personnes ou à d'autres groupes, mais ils ajoutent à la lutte d'autres groupes. Je pense que la question ou ce que je pense est, est-ce que ces connaissances pour ces personnes qui ne parlent pas de ces questions techniquement, peut-être, peut-être ils continuent à se poser ces questions. Je ne sais pas si tu as quelques réflexions, si tu as quelques contributions, ou peut-être je peux ouvrir la possibilité à d'autres d'exprimer leur opinion. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et vraiment, c'est une contemplation, ce que tu viens de dire, parce que oui, il faut pratiquer l'empathie, par exemple. Et dans le deuxième exemple qui est lié aux politiques de genre, la connaissance est pouvoir, comme je dis. Et il y a beaucoup de résistance quand nous voulons avoir une conversation sur qu'est-ce qu'on sait sur ces aspects, sur que ce soit que logique pour nous. Penser, voir ce que les autres personnes pensent ou sentent, c'est le premier signe d'empathie. C'est pour cela que je dis, il faut voir dans cette stratégie parce que des fois, on pense à donner ou transmettre son opinion ou son mandat, mais il faut aussi naviguer par d'autres connaissances et négocier. Je pense que tous les signes de production, d'échange, de distribution doivent être présents ainsi que présent la réaction négative aussi. Il ne faut pas laisser que la narrative soit construite ou déconstruite sans participer dans cette construction parce que il y a beaucoup de backlash dans beaucoup d'aspects, justice climatique, justice de genre, et il y a eu des réticences et beaucoup d'autres réactions. Je pense qu'en simultané, il faut agir pour nous renforcer dans cette lutte. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut participer, mais je voudrais dire que je ne veux pas penser à l'idée de tout savoir parce que, bien sûr, cela serait un problème. Mais je pense que tout dépend des sources, des interprètes, de ses connaissances et il est toujours lié avec ce que nous savons, ce que nous pensons, et il faut élargir ce que nous savons avec ce que nous ne savons pas. Oui, exactement. Je pense que nous parlons de générer des connaissances collectives comme des droits politiques féministes. Alors, nous ne parlons pas d'une narrative particulier, mais de générer des connaissances à niveau communautaire, collectif, pour renforcer qui nous sommes en tant que collectif et qu'est-ce que nous essayons d'achever. Je crois que la connaissance dans ce regard est un exemple de comment, des fois, la connaissance devient un outil de manipulation, spécialement pour ceux qui sont dans une position de privilège. Alors, la lutte n'est pas seulement sur les droits, mais sur les privilèges. Nous parlons des privilèges, de le soutenir et beaucoup d'entre nous n'ont n'auront pas même les droits fondamentaux pour survivre. Alors, je pense que tu as démontré une position et tu as ouvert
la possibilité pour la prochaine conversation. Il faut comprendre les bonnes causes qui nous mettent à tous et à toutes dans ces défis et qui nous poussent aussi à nous unir en tant qu'êtres humains pour continuer avec la lutte. C'est, au moins la manière dont je comprends les bases de la justice de genre et comment nous devons ajouter de la valeur. Alors, merci beaucoup. Il y a beaucoup de collègues qui continuent à ajouter leur contribution dans le chat et que je crois qu'il y a beaucoup de commentaires aussi sur comment nous pouvons nous intégrer et intégrer les connaissances traditionnelles. En Inde, par exemple, il y a des mouvements féministes qui utilisent le mot autonomisation. Ce sont des commentaires sur le chat. On va continuer avec les orateurs, les présentateurs, et après, il y aura un espace pour conversation et pour réflexion collective. Je crois que beaucoup de contributions sont très utiles. Merci beaucoup, Swan, de nous avoir donné la plateforme pour continuer avec cette conversation et avec l'analyse critique. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à la prochaine partie de l'événement. Nous allons écouter plusieurs intervenants et activistes, des leaders en matière de pensée qui ont essayé d'influencer le mouvement féministe avec, par exemple, des backgrounds d'LGBTQI, et des personnes qui travaillent dans la justice climatique. Nous avons réuni ce groupe d'experts qui vont nous fournir plusieurs perspectives sur le travail que MENengage a mené. Ils vont partager quelques réflexions et ils vont parler aussi de ce qui, eux, ils ont fait dans leur travail pour que nous puissions considérer comment tout cela peut affecter notre travail en tant que membre dans notre contexte et aussi en matière de travail collectif que nous faisons. Hmm. Je sais que Diana a eu quelques soucis de connexion. Je ne suis pas sûre si elle est là. Peut-être qu'elle ne sera pas en mesure de nous rejoindre, mais je voudrais souhaiter la bienvenue à Festus Kissa et il va prendre la parole en premier. Merci. Merci. Cette séance a été extrêmement intéressante. Je me sens honorée d'être ici avec vous et de lidérer cette séance sur ce sujet qui est tellement important. Je vais utiliser mon portable pour vous montrer quelque chose. Et cette séance est surtout en dialogue entre des activistes et du mouvement féministe, des droits de la femme, etc., sur des mouvements de justice sociale et climatique. En principe, nous voulons partager des perspectives sur l'esprit du temps et pour parler aussi sur comment nous envisionnons le futur. Nous allons utiliser la déclaration et appel à l'action d'Ubuntu comme contexte et nous allons partager les réflexions et les perspectives sur la capacité d'action et le besoin de politiser le travail que nous menons en matière de transformation de masculinité. Pour ainsi le faire, nous avons un panel extrêmement intéressant. Il y a certains d'entre vous qui n'ont pas pu, il y a une intervenante qui n'a pas pu se connecter, Diana, c'est le cas de Diana. Nous espérons qu'elle va pouvoir se connecter. Nous aimerions commencer avec une petite introduction. Nous avons un service d'interprétation simultanée.
Nous avons des interprètes, parce que c'est plus humain comme ça. Vous demanderai de parler doucement. Heu, Soyez conscient que vous êtes interprété aux autres langues pour que nous puissions passer les messages, de manière adéquate. Je n'ai pas d'ordre particulier pour, faire appel à tous les membres de la table, donc je vais choisir l'ordre alphabétique. Aïcha, vous pouvez commencer. Merci beaucoup. Merci de nous avoir ici aujourd'hui. Je m'appelle Aïcha. J'appartiens à l'initiative sur la violence sexuelle, les violences sexuelles. J'ai travaillé depuis les CAP et je travaille dans l'organisation Global Advocacy, SRBI. Nous sommes très reconnaissants du travail de Menengage et de tous les principes de soutien pour le réseautage et pour des relations plus fortes, pour faciliter les liens. Nous soutenons ce processus d'analyser notre responsabilité, ce que chacun d'entre nous fait et apprend. C'est quelque chose dans laquelle nous croyons fermement. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous. Je voudrais remercier les et Festus et les autres collègues aussi pour cette conversation de démarrage parce que ça sèmera la sémence pour le débat que nous allons tenir plus tard. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Merci de votre introduction. Et c'est vraiment génial parce que vous avez également parlé de votre organisation et des objectifs communs que vous avez avec nous, Soanour. Merci, je suis de Bangladesh, je m'appelle Soanour, je travaille avec Men Justice. C'est un mouvement est un mouvement de Bangladesh qui fait partie des mouvements qui existent dans mon pays. J'aimerais vous raconter que je suis également membre d'un groupe de travail pour la justice climatique et c'est un plaisir d'être ici avec vous pour le débat d'aujourd'hui, pour pouvoir voir comment nous pouvons nous baser davantage dans la déclaration Ubuntu. Merci. Merci beaucoup. Je dois allumer et éteindre mon micro à chaque fois que je parle. Nous allons nous concentrer sur la solidarité, les alliances et la responsabilité en matière de droits des femmes, des jeunes, dans ce contexte particulier aussi, parce qu'on témoigne de davantage de réactions négatives maintenant. Je vais tout simplement démarrer avec une question très simple. Comment est-ce que l'on mène à bien les engagements de la déclaration Ubuntu depuis 2 ans et depuis votre point de vue, vos observations? Parce que ce que nous voulons faire durant cette séance, c'est de commencer à faire une analyse et nous voulons animer un débat tout honnête. Donc, qui voudrait répondre à cette question en premier? Qui voudrait démarrer? Merci. Lorsque l'on parle de Ubuntu, c'était au moment de la COVID, nous savions que nous expérimentions une crise climatique, hein, une crise en matière de conflits de tout type. Et également, nous devions gérer les problèmes auxquels les femmes faisaient face. Même chose pour les communautés LGBTQI. Donc, Ubuntu est notre espoir. Il est une nouvelle ère. C'est la transformation. Ubuntu est fondé sur la, euh, l'encouragement du dialogue et l'appel à l'action. Et maintenant, nous sommes arrivés à Ubuntu plus 2. Si nous nous concentrons sur la déclaration Ubuntu par rapport au changement
dont les systèmes ont besoin. Nous avons lancé un travail, nous avons commencé à travailler avec les garçons et les hommes pour qu'ils puissent mettre en place des analyses et des pratiques par rapport à ces sujets-là. Pour introduire un changement au système, nous nécessitons que les hommes et les garçons participent aussi de manière active pour concrétiser cette transformation. Je fais partie du mouvement climatique et tous les jours, nous faisons face à une vraie catastrophe climatique. On l'a mentionné aussi au sein de l'ONU. Il y a toujours un certain enjeu climatique qui s'est met en jeu. Et il y a des hommes très puissants, des présidents, des entreprises pétrolières, par exemple, qui sont en train de détruire notre planète. Ils détruisent les personnes en général, les femmes en particulier, et l'humanité tout entière. Donc, il est fondamental, dans mon cas personnel, de changer mon style de vie, entreprendre des activités tout à fait différentes qui nous rendent responsables. Dans ces cas, par exemple, dans notre communauté, au sein de Men Engage, nous devons nous engager à notre travail et à notre système, ainsi qu'à la communauté globale. Ubuntu, et la déclaration Ubuntu vise à changer le système depuis une perspective féministe. Donc, mon message serait de rompre avec les silos et de donner une plus grande solidarité dans le mouvement pour la justice sociale de genre climatique, pour pouvoir être vraiment unis, parce que dans ce cas, c'est seulement comme ça que l'on va pouvoir changer les systèmes. Après la réunion, le sommet mondial que nous avons eu, nous parlons d'un système de plusieurs années, lidéré par quelques personnes, lidéré par l'IMF, lidéré par le FMI. Et donc, nous devons nous unir, nous serrer les coudes pour lutter contre le système actuel. Donc, nous avons créé des groupes de travail où nous nous sommes mis à euh, créer la stratégie de notre travail et concevoir les campagnes de plaidoyer pour les différents mouvements, mais nous avons besoin de davantage d'actions coordonnées au niveau local, national, au niveau local aussi, pour pouvoir accompagner toutes les actions depuis la perspective de nos organisations, une perspective qui doit toujours être féministe. Merci, Soanour, vous avez remarqué sur des points très importants sur le travail de Men Engage. Ayesha, voulez-vous partager quelques commentaires sur votre secteur? Merci, Festus. Je crois que Soanour a déjà évoqué quelques aspects assez essentiels, mais je pense que cela va surgir au fur et à mesure que nous partageons nos commentaires. Notre réseau est un réseau pardon, de recherche qui se consacre à analyser les violences commises contre les femmes et les enfants. Nous avons plus de 1000 membres et nous effectuons ces recherches dans différents pays. Nous avons traversé un processus de transformation et à travers lesquels nous avons changé selon les manières de travailler de chaque emplacement, en évaluant chaque pays et en retrouvant des façons plus collaboratives pour travailler conjointement avec d'autres mouvements. Et un des aspects les plus importants que nous visons à faire, c'est de changer la manière dont la recherche est menée sur les violences et comment la recherche reçoit des financements, parce qu'il y a aussi une dynamique de pouvoir par rapport à la colonisation de la recherche. Et la voix, est-ce des des à qui est-ce que la voix qui était inclue dans la recherche, à qui est-ce que cette voix appartient, n'est-ce pas? Donc, c'est ça, que nous visons à faire sur la base de la déclaration Ubuntu. Merci. Je ne savais pas que vous aviez tant de membres, donc je suis vraiment surpris. C'est un moment vraiment important et comme on a déjà dit, qu'est-ce
qui a changé? Je sais que lorsque l'on mentionne une déclaration, c'était juste au moment de la pandémie. Nous traversions ce processus de travailler depuis nos maisons, de travailler sur les relations qui ont beaucoup changé durant la COVID et on a témoigné d'un appel pour nous rendre compte qu'il fallait faire les choses autrement. Qu'est-ce qui a changé jusqu'à ce moment? Vous pouvez répondre depuis les contextes sur lesquels vous travaillez ou bien, vous pouvez le lier avec la déclaration en elle-même, le type de travail, réalisé par Menengage ou, heu ce que vous faites, chez vous. Peut-être que vous Ayesha, vous pouvez commencer pour ajouter des connaissances supplémentaires à cette, thématique. Si vous êtes d'accord, je ferai référence à ce qui a changé et ce que nous voulons changer, ce que nous essayons de changer. Allez-y. Concernant l'entourage ou le contexte sur lequel, je travaille, notre écosystème, parce que je pense que ça fait partie importante de notre travail. Cela explique le contexte dans lequel nous travaillons. Je ne vais parler que pendant quelques instants. Je ne sais pas combien de temps nous avons. Je ne veux pas monopoliser le temps. Combien de temps est-ce que nous avons fait ceci? Supposément, toute la conversation doit avoir une durée de 45 minutes, mais nous n'allons pas couper et nous n'allons couper personne. Commencez à partager vos pensées. Nous allons voir si on a assez de temps, au fur et à mesure que nous avançons. Je vais parler de quelques jalons, quelques aspects essentiels. Mais j'essaierai d'être bref. Depuis la perspective des fonds de financement, lorsque l'on travaille dans le domaine de la recherche, nous avons vu une grande inégalité dans l'utilisation des financements, des fonds octroyés. Si l'on regarde en dehors, il y a plusieurs organisations qui essayent d'adresser les mêmes thématiques et elles ne reçoivent jamais une priorité par rapport à l'octroi des fonds. Et il y a plusieurs fonds qui continuent à être octroyés aux organisations les plus formelles, les plus larges en général, composées par des hommes blancs. Et c'est pour cela que d'autres groupes sont marginalisés dans l'image totale, justement parce qu'on a témoigné d'un progrès non égalitaire, non égal, et cela a existé dans plusieurs pays. Nous avons mené plusieurs travaux. Par exemple, nous avons effectué une étude qui montre comment notre secteur a un manque de financement en général. Nous avons travaillé sur plusieurs intersections, les violences commises contre les femmes ou les enfants qui ne reçoivent jamais des fonds pour la recherche. Et 4% est octroyé pour la recherche sur l'équité des genres, c'est ça du total. Donc, comment est-ce que l'on peut représenter et ces personnes? Seulement 1% est utilisé pour les programmes de recherche sur les violences contre les femmes. Donc, sur la base de cette question sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, c'est ça que nous essayons de corriger en quelque sorte, en dépit du fait, que nous parlons dans un jeu, qui est énorme et il y a beaucoup d'argent qui bouge dans ce secteur, chaque année. Donc dans ce contexte, lorsque nous regardons qui reçoivent les fonds et que nous voyons que ce sont les personnes qui ont la possibilité d'avoir un impact réel, c'est en fait un pourcentage très petit de fonds que nous recevons. Et nous avons une sensation d'un grand déséquilibre vis-à-vis des organisations multilatérales ou les entreprises ou les entreprises de consultation, par exemple. Dans le contexte dans lequel nous travaillons, nous savons que nous avons besoin d'envoyer le fonds que nous obtenons là où ils sont le plus nécessaires.
et nous devons fournir cet argent à ceux qui vont mener un travail qui va faciliter les conditions sur le terrain. Dans un contexte plus large, je suis sûre que plusieurs personnes font face à ce que je viens de dire. C'est pas quelque chose de nouveau, mais il y a des cours restrictifs de genre qui luttent contre notre lutte, notre euh, campagne. Par exemple, lorsque nous parlons des violences domestiques ou le droit à l'avortement ou les droits de santé reproductive et sexuelle, tout ce type de mouvements de genre reçoivent du soutien dans plusieurs aspects et il y a beaucoup d'argent qui est octroyé pour différentes organisations, mais il y a d'autres organisations qui peuvent courir des risques et concevoir des stratégies à long terme. Ils peuvent même retenir une structure et un impact qui est plus large dans le long terme. Et je ne parle pas que des États-Unis où plusieurs fonds sont octroyés, mais aussi au niveau mondial. Nous ne n'obtenons pas tellement et nous savons que nous devons travailler euh, beaucoup plus et nous avons besoin de chercheurs qui viennent des pays à moyen à revenu et à bas revenu, où ces problèmes-là sont plus présents. Et même s'il y a de la recherche dans quelques pays, il faut l'élargir davantage. C'est ça que nous essayons de atteindre. Nous devons euh, penser à comment nous pouvons changer ce paramètre de manière constructive. Nous avons par exemple 5% seulement des contacts que nous pourrions avoir. Donc, il y a une profonde inégalité en matière d'accès à ces fonds-là et nous voulons dire que tout le monde devrait vraiment y réfléchir de manière plus large. Euh, il y a beaucoup d'interférences de son, c'est très difficile à interpréter. Donc, comment pouvons-nous parler de la décolonisation sans tenir compte de tout ce qu'il faut analyser? J'aimerais entrer plus dans les détails, mais peut-être après, je peux m'élargir sur pourquoi il est tellement important, d'où vient le financement? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas simplement dire il faut avoir plus d'argent et ça y est? L'écosystème de financement a besoin vraiment d'une transformation aussi et il faut le faire d'une perspective de décolonisation, faire un transfert de pouvoir, de faire que l'argent arrive aux personnes qui sont près du travail dans le terrain, avec les communautés et ayant des conversations sur comment changer la dynamique de pouvoir aussi. Merci. L'aspect financement a un rapport intime avec le fait que la plupart des bailleurs sont des hommes. J'ai pas fait de recherche, mais il y a des statistiques qui disent ça en général. Alors, les financements pour les causes des femmes sont perdus, de plus, sont plus vagues. Alors, peut-être c'est quelque chose pour faire un peu de travail d'introspection et réfléchir à, au fait que la plupart de ceux qui sont dans le pouvoir sont des hommes. Et pourquoi on n'alloue pas de l'argent à d'autres causes? Normalement, il y a des personnes qui nous racontent, je suis en train de travailler dans cette cause, et ils nous racontent quelle est la situation de financement, comment ils le font. Merci Diana, bienvenue, merci d'être ici. Est-ce que tu peux nous entendre? Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Bonjour, je suis Siana Salcedo Lopez, directrice de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté en Colombie, la section colombienne de l'organisation internationale WILF. Merci, Diana. Je posais deux questions, en effet.
sur quels sont nos engagements et comment nous sommes en train de mettre en pratique la déclaration d'Ubuntu de ça fait 2 ans et aussi une autre question sur ce qui a changé dans le contexte. Alors tu peux intervenir quand tu veux, tu peux contribuer de ton côté, qu'est-ce qui est changé dans votre contexte. Tu peux nous raconter sur le secteur où tu travailles ou sur ta région. OK, merci. Tout d'abord, je voudrais mentionner que nous sommes en ce moment dans une époque de transformation de beaucoup de manières et discours dont on parle de l'égalité des genres et cela a quelques garanties et aussi elle apporte quelques risques pour les droits et pour les agendas que nous avons construits jusqu'à maintenant. Dans ce moment, nous voyons comment dans quelques différents espaces du monde, les agents conservatrices, les agendas hégémoniques et qui regardent vers le passé sont de nouveau dans l'agenda politique. Non seulement gagnant en terrain dans les scénarios politiques des élections, mais aussi gagnant du terrain très important dans l'idéologisation et la construction des cultures hégémoniques qui répondent à ce mandat, qui sont non seulement patriarcales, mais qui sont aussi des mandats culturels, des mandats idéologiques qui promotionnent les différentes formes d'oppression. Non seulement le patriarcat, mais aussi le capitalisme, le racisme, le classisme, l'hétérocentrisme et toutes ces autres façons différentes d'oppression et de violence qui sont actives. Définitivement, il y a un moment politique global où parler d'idéologie des genres et parler de l'agenda des genres a générer l'inclusion de différentes situations politiques qui sont très importantes, mais que nous voyons aussi que, comme mon prédécesseur en a annoncé, sont marquées par une agenda hégémonique blanche et dans le meilleur des cas, métisse, depuis un regard de classe sociale et qui utilise l'appropriation des connaissances et d'expériences. Cela est évident non seulement en termes de financement, mais aussi dans les priorités de l'agenda politique à niveau international. Quelle est la priorité de l'agenda des Nations Unies à niveau international? C'est une priorité pensée depuis l'agenda des femmes, mais dans un agenda des femmes depuis le regard des femmes en tant que victimes des conflits armés, par exemple, des victimes de différentes manières de violence. Mais on ne comprend pas les femmes dans leur action politique, mais l'agenda politique. Cela est lié à la source du discours. Elles sont basées dans de ceux qui sont là, les hommes blancs qui ont eu l'accès au pouvoir et pouvoir économique et pouvoir des connaissances, que dans les pays de l'Amérique latine et de l'Afrique, cela continue à être un actif qui n'est pas abondant. Ces hommes définissent les processus de construction de paix, comment il faut réfléchir à la sécurité pour les femmes et les communautés, comment il faut penser au capital, qui il faut soigner et comment il faut projeter l'agenda démocratique. Je pense que c'est très important qu'on fasse ce type de réflexion à ce moment parce que le changement du patriarcat depuis les systèmes masculinisés et machistes de puissance et de pression ont eu une transformation pour s'adapter aux mesures où les mouvements féministes et les mouvements des femmes et des droits humains et bien sûr les mouvements depuis ce regard décolonial a travaillé pour fissurer le système. De cette manière, quand nous avançons dans la manière de montrer la manière dont est en train de transformer et de s'engager dans les différents aspects de la vie de tous les jours, de la vie économique et politique, le patriarcat cherche aussi de renforcer
et transformer le discours, non seulement à travers l'appropriation de l'agenda des femmes et l'agenda féministe, ce que nous voyons dans beaucoup de pays, par exemple en Amérique latine, dans beaucoup de pays, on est en train de vivre des discours politiques qui cherchent à partir d'agenda des femmes aller en arrière dans les droits. Et aussi, on le voit dans la manière dont on génère des leaderships politiques, de ce type d'hommes dont on parle, que, à manière de complaisance, disent: «Oui, nous sommes d'accord avec l'agenda des femmes. Nous croyons que l'agenda doit être transformatrice. Il faut avancer dans l'agenda gérant», mais ça seulement à niveau de discours, parce qu'après, il n'y a pas une vraie transformation de l'exercice du pouvoir, comment on développe le pouvoir. Et je pense que cela est un important débat pour nous. Il a été très éclaircissant, nous rendre compte que la plupart des hommes qui sont là à générer les politiques internationales et mondiales et qui impactent dans nos pays ne sont pas prêts pour laisser le pouvoir, ne sont pas prêts pour laisser le centre du pouvoir. Ils sont prêts à voir comment les différents agendas internationaux peuvent être inclus, mais ils ne sont pas prêts à laisser le pouvoir. Et pendant qu'on ne transformera pas le pouvoir, il sera très difficile pour nous pour transformer les structures de domination qui génèrent ces pratiques violentes, qui non seulement attaquent les femmes avec lesquelles nous travaillons, mais aussi ils affecte la manière dont on détermine les politiques macroéconomiques des pays qui sont liés à un sujet qui est essentiel pour nous, la question de la militarisation et le militarisme à la base de la structure de pouvoir, qui non seulement produit les guerres, mais aussi la, la substantiation des éléments de violence. Je voudrais mentionner juste ça et après je vais intervenir dans le débat. Merci. Vous avez mentionné. Merci de vos contributions. Est-ce que je vais t'appeler Sohano si tu as quelques contributions à faire? Oui, merci. Aïcha, Diana, nous voyons que sans le financement, il n'y a pas de justice climatique ou pas beaucoup de travail que nous puissions faire. Alors, nous savons que le financement est essentiel et d'autres nouvelles pas très bonnes pour nous et que les femmes sont en train de perdre l'accès au dialogue. Les hommes sont engagés, mais ils ne parlent pas directement pour une société plus égalitaire. Est-ce que ça, c'est un point de réflexion pour nous? Et nous voyons aussi depuis cette perspective démocratique ou depuis le forum global que les sociétés civiles doivent aussi commencer ce travail et lutter pour le leadership, pour la justice climatique jour à jour, pour avoir une position, leadership dans cette discussion. C'est très difficile la lutte, par exemple, contre les compagnies des combustibles fossiles, des carburants fossiles qui détruisent notre travail de genre et climatique, action climatique. Cela génère des profits de millions et des millions, mais dans notre sud global, nous arrivons des records de pertes de vue de nos maisons, de nos économies, de notre agriculture, de notre héritage. Alors, ces activités économiques augmentent, mais ce sont, ils affectent la vie et l'économie des femmes. Les femmes, par exemple, sacrifient leurs organes reproductifs pour les événements climatiques. Les femmes et forcent leurs enfants
à se marier, à le faire le mariage infantile. Les femmes, les familles promeuvent cela et cela génère plus d'inégalités, plus de pauvreté et une perte de dignité aussi. Tout cela est injuste et tout, si toutes les communautés et les différents mouvements tels que l'Alliance Men Engage peuvent s'unir, après nous pourrons commencer à lutter contre les grands contaminants, à exiger la redevabilité, tout comme il s'est passé avec l'accord de Paris. Depuis 2020, on s'est engagé dans la contribution des milliers et millions de dollars, mais on continue à montrer qu'ils veulent continuer à contribuer des millions de dollars, mais ce que nous demandons, c'est des droits. Alors, ils parlent des profits d'affaires, mais nous, en tant jeunes activistes, nous ne sommes pas contre les affaires, mais nous demandons que ces affaires, que ces profits répondent pour notre dignité et pour nos droits. Nous savons que la crise climatique a un impact et que les communautés mondiales sont en train de perdre des dollars et des dollars pour leur sécurité globale. Elles sont en train de, on est en train de dépenser dans la destruction de la planète. Alors, les entreprises ne nous aident pas quand les victimes perdent leur foyer et à chaque fois, il y a de plus et plus réfugiés climatiques dans le monde. Alors, nous croyons que tout cela est injuste, que nous devons demander plus de redevabilité avec la communauté mondiale. Ce n'est pas seulement un manque de plan d'action en tant que justice climatique, ce n'est pas seulement un manque de financement, mais il y a une brèche dans la coopération, dans la solidarité. Alors, la crise climatique n'impacte seulement un pays. Cette inégalité et ces priorités sont à la croisée des frontières. Ce n'est pas une question d'un seul pays, mais c'est la question de toute la planète. Merci beaucoup. Très intéressant d'entendre ta contribution. Nous allons continuer avec le débat et avec les 7 piliers de la déclaration d'Ubuntu et l'appel à l'action pour lequel Meningage s'est engagé à faire des approches féministes intersectionnelles, parler pour le travail interne, pour le changement social, pour la décolonisation, pour le travail des jeunes, pour le pouvoir avec d'autres. Comment est-ce que nous savons que nous ne sommes pas seuls dans la lutte pour ces piliers? Quels sont les domaines? Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble pour ces engagements? Est-ce que vous avez des contributions à faire ou est-ce que vous avez des idées à partager? Ayesha, tu as parlé du financement et comment cela a nuit à ton travail. Et peut-être vous pouvez nous raconter comment est-ce que nous pou- comment Menengate a travaillé pour la déclaration d'Ubuntu et l'appel à l'action. Merci. L'une des manières dont nous voyons ces engagements, par exemple, sur l'engagement d'inclure les voix, le travail intersectionnel, dont l'Alliance Menengage a travaillé avec d'autres groupes. Je pense que dans le travail que nous faisons, il est vraiment sur l'inclusion des voix diverses de la meilleure manière possible.
et nous assurer aussi que nous servons de la manière dont nous devons le faire envers les personnes qui ont plus besoin de nous. Bien sûr, nous voulons aborder les déséquilibres de pouvoir et nous voulons garantir que le financement aille au pays avec des moyens revenus ou des bas revenus. Et dans tout ce processus, nous essayons de garantir que toutes les voix soient incluses, spécialement les voix diverses. Alors, dans nos projets de recherche, nos priorités de recherche sont dans les secteurs où il y a des brèches et des fossés et où les voix ne sont pas entendues. Et nous essayons de travailler dans des travaux académiques, avec le secteur académique, avec les parents, avec les universités, avec le secteur académique. Et pour cela, nous avons très peu de financement qui va à d'autres projets de financement. Alors, nous avons trouvé la participation pour faire des financements et des projets de recherche dans ce terrain et nous utilisons des méthodes qui ont des différentes étapes. Nous demandons l'aide d'autres acteurs. Nous faisons des recherches dans différentes langues, par exemple, pour avoir accès à tous les processus, aux langues, aux différents besoins d'accessibilité et comment nous posons les questions. Et toutes notre app- leçons apprises sont que nous devons mener différents processus, par exemple des enquêtes. Et ce que nous faisons dans ce type de projet de recherche est de parler avec des acteurs de différents pays, de différents secteurs, des groupes, des communautés, et nous leur posons la question, est-ce que c'est relevant pour vous? Bon, des fois, pas tout le monde répond. Le processus de répondre à une question de recherche est difficile pour quelques groupes. Alors, nous essayons d'utiliser différentes méthodologies, d'engager les différentes communautés, de poser les questions de différentes manières pour nous assurer que toutes les opinions soient entendues. Peut-être les gens de la communauté, des communautés LGBT, des groupes de réfugiés, des groupes avec des handicaps, pour faire que tout le monde soit inclus dans ce processus de recherche. C'est comme ça que nous pouvons réfléchir, refléter toutes les voix. Un exemple de comment nous essayons de mener notre travail et de nous assurer que tout notre travail soit relevant et inclusif. Et puis, nous croyons que éventuellement, ces partenaires, ces agendas seront utilisés comme cadre pour guider l'investissement et qu'ils seront utilisés pour les chercheurs, pour guider des questions posées par la recherche, pour adresser des lacunes critiques dans ce domaine, pour pouvoir aider les femmes et les enfants qui sont sur le terrain. Donc, voilà un exemple de comment nous essayons. Et puis, il y a un autre aspect, un autre exemple, et c'est quelque chose que nous voyons dans les différents secteurs, c'est qu'il y a beaucoup de silos, beaucoup de fragmentation. Ce que nous pouvons faire pour gérer tout cela, c'est de continuer à faire ce que nous menons, de continuer à mener des conversations, des discussions. Et l'idée, c'est d'avoir ces conversations parmi tous. Avec la participation de toutes et tous, nous voyons qu'il y a par exemple, il y a plusieurs aspects en commun depuis quelques années en matière de violences commises contre les femmes et les enfants. Donc, nous essayons de créer un dialogue pour créer l'espace pour qu'il y ait du dialogue, pour voilà un autre aspect important sur comment nous essayons d'être inclusifs et de ne continuer à fragmenter dans des silos et
il faut en fait avoir une collaboration multisectorielle. Diana, voulez-vous apporter un autre commentaire? Mmh, comment est-ce que l'on peut éviter d'être tellement fragmenté avec tant de situations, tant d'engagements qui nous attendent, et cetera? Eh bien, voilà, la perspective intersectionnelle sera toujours un défi et c'est un défi pour toutes et tous qui travaillons sur ces domaines-là. Pourtant, je pense que le fait d'essayer de retrouver des endroits où l'espace d'autres secteurs est occupé aussi est très important. Lorsque l'on parle de l'intersectionnalité, parfois on s'arrête, au moment du discours et on, utilise le langage inclusif et c'est tout. Mais en fait, au-delà de tout cela, le fait d'inclure l'intersectionnalité est lié aux pratiques, au langage symbolique, et visuel, verbaux et c'est-à-dire tout ce que nous voyons pas et qui montre aussi notre perspective sur l'intersectionnalité. Cela entraîne aussi le fait d'avoir une reconnaissance envers les autres, envers ceux qui sont différents à moi mais sans l'intention de nous approprier de ce que j'apprends de ce collectif-là. Et je pense que c'est plus facile de le voir comme un exemple. Les mouvements féministes de partout dans le monde, les organisations féministes ont fait beaucoup de progrès sur la discussion sur les outils psychosociaux, les théories, les outils et des participations des femmes et les outils théoriques dans les espaces de réflexion sur ce que veut dire d'être femme. Est-ce que, est-ce que l'on a le fait d'être femme dans cet univers-là? Donc, parfois, nous avons ressenti que les mouvements de droits humains, en particulier les mouvements associés au travail de transformation de masculinité hégémonique, etc., essayent de s'approprier de ces mécanismes que nous, les femmes, ont construits pour le travail. Et je pense que ça va à l'encontre de l'intersectionnalité. Si l'on parle de l'intersectionnalité, il faut donc incorporer les savoirs des autres expériences, mais sans l'appropriation, sans une appropriation. Cela n'implique pas de fragmenter les choses, mais tout au contraire, il faut reconnaître le privilège que j'ai de mon point de vue, mais et cela entraîne aussi la compréhension que chaque contexte est traversé par différentes formes de pression, différentes structures de pouvoir que je ne peux pas voir tout simplement à travers du fait de dire que je parle du point de vue intersectionnel et c'est tout. Cela est lié à ce que j'ai mentionné tout au début, comment est-ce que l'on peut faire en sorte que l'intersectionnalité se visualise dans le langage symbolique sur les écrans, la manière dont, par exemple, on décide de ne parler pas en anglais, mais dans d'autres langues aussi, l'aspect symbolique. Donc, voilà une façon de comprendre l'intersectionnalité qui doit être adressée ou qui doit être encheminé dans la manière où l'on utilise les ressources, où l'on considère le capitalisme et aussi la ressource qui arrive sur les larges plateformes des droits humains, sur les larges organisations. Est-ce que l'on, réapproprier inverser ces ressources pour les utiliser autrement? Parce que sinon, on va demeurer dans le discours hégémonique et c'est la même histoire de toujours. Merci. Merci Diana de vos commentaires. Donc maintenant, au-delà de l'intention, la pratique en elle-même, comment est-ce que l'on peut l'implémenter? Merci de ce rappel. Il ne nous reste qu'une minute. J'essaie de négocier, d'avoir un peu de temps pour partager les remarques de clôture. Et je ne veux pas mettre de la pression, mais
vous n'avez qu'1 minute, pour chacun. Nous savons que c'est une conversation qui pourrait continuer, mais tout simplement un commentaire, final pour éviter la fragmentation. Heu Merci. Mon commentaire, final, serait que pour, revenir sur, cette fragmentation, pour décoloniser le financement, le fait de la décolonisation du financement, c'est quelque chose qui peut nous aider. Nous devons parler de la localisation. La localisation entraîne des personnes locales qui soient les leaders de l'action, les leaders du développement, les femmes, les filles, qu'elles deviennent les centres, le centre. Merci de ce commentaire. Laxman, est-ce que nous avons 1 minute de plus pour quelques commentaires de clôture? Merci. Voilà notre question. Donc, après avoir écouté ce débat, après avoir partagé les expériences, de travail de chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous ferez? Qu'est-ce que vous direz à un autre membre de notre alliance? Que faire? Quels sont les enjeux, auxquels nous faisons face? Quel est l'avenir prometteur, qui est, devant nous? Bien, je vais continuer, avec dans le 3 fils de mon intervention, précédente. Rapidement, il faut réfléchir à qui sont les bailleurs de fonds et dans quel but? Et je pense que cela est toujours, au derrière ce que nous faisons. Il faut continuer à mener des plaidoyers pour viser davantage à la décolonisation et à plus de localisation, parce que nous utilisons ces mots, mais nous ne savons pas toujours ou nécessairement, ce que ça veut dire. Et en deuxième commentaire, il faut s'assurer qu'il y ait des preuves, une base d'épreuves, pour, mettre en place, toutes les pratiques, que nous voulons mettre en place, et cela doit être fait en partenariat avec d'autres pour écouter les voix des femmes de communautés qui sont, centrées sur cet objectif, le fait de mener à bien ces priorités. Et un 3e commentaire, on, devrait adresser les lacunes. Il y a une lacune de confiance, dans l'écosystème tout entier du financement. Il faut soutenir les personnes qui se consacrent à la recherche, qui, peuvent, et nous devons faire en sorte qu'ils reçoivent, davantage de fonds et en plus long terme. Donc, on a témoigné des progrès sans aucun doute, mais nous devons relever les défis aussi, continuer à relever les défis qui apparaissent. Nous devons être en mesure de continuer avec ce travail et continuer dans une perspective de bien-être pour adresser les enjeux que l'on veut adresser vraiment. Les organisations doivent travailler de manière interne en premier pour deuxièmement, demander aux bailleurs de fonds qu'ils se rendent responsables du bien-être collectif et d'un bon travail collectif pour continuer à faire des progrès dans ce sens-là. Merci Ayesha, Diana, vous, en matière d'appel à l'action et commentaires de clôture. 3 commentaires très rapidement. Premièrement, il faut renforcer cette idée de transformer les langages. Je vous invite à vous questionner, à mettre en question le langage formel, non seulement dans ces espaces-là, mais aussi dans la manière dont on se positionne face à d'autres personnes. Deuxièmement, redistribuer le pouvoir, non seulement le pouvoir économique, mais aussi le pouvoir des connaissances et le pouvoir de la parole. Il faut penser au dialogue plus horizontal et du point de vue de donner un lieu et un rôle à l'autre et une reconnaissance de la capacité d'action. Et les féministes ont beaucoup appris le besoin de mettre en question le système hégémonique. Cela entraîne le fait de parler de ce sujet dans d'autres sphères. Il faut aussi les mettre contre les murs
pour mettre de la pression pour obtenir un changement de paradigme et une transformation dans la façon où les mouvements de gauche réfléchissent à l'intersectionnalité, l'agenda de droits des femmes et d'autres enjeux aussi. Mm, mm. Merci. Diana, Soignure. Quelques commentaires de clôture pour l'appel à l'action. En fait, depuis mon point de vue, pour rompre avec les silos, il faut avoir une coalition des mouvements de tout type et des groupes qui luttent pour ces mêmes droits. Créer une coalition pour avoir un mouvement plus fort. Deuxièmement, le pouvoir de la connaissance et des connaissances. Qu'est-ce que l'on peut faire en matière de justice climatique? Comment est-ce que ça s'interlie avec d'autres enjeux pour travailler dans un ensemble et pour aborder des questions telles que la justice climatique? Et l'activisme aussi, pour que les entreprises, les pays en général puissent être responsables de ce qu'ils font et aussi bâtir une base de confiance pour adresser cette crise tous ensemble. Et en temps commun, j'ai vois que j'ai beaucoup d'opportunités dans mon pays. Donc, nous devons aussi changer le récit. Nous devons être en mesure de soutenir les femmes et les filles pour qu'elles fassent écouter leur voix. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre panel et s'il n'y a plus de commentaires, je passe au remerciement. Merci de votre temps, merci de votre dédication, merci d'avoir participé à ce panel. Et Laxman, je vous redonne la parole pour voir comment on peut continuer. Donc, Sohan, Nur, Ayesha, Diana, vous avez été excellents dans vos interventions pour continuer à construire ce que nous avons, sur ce que nous avons. Cela peut être très fructueux pour notre public. Merci de votre temps. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Maintenant, nous allons avoir quelques instants pour répondre aux questions et nous allons avoir un temps final de réflexion collective. Nous avons des questions de la part des collègues qui nous ont rejoints. Si vous avez quelque chose à dire ou si vous voulez ajouter une question, vous pouvez la mettre dans le chat ou bien en levant la main. Et pour que vous puissiez allumer votre micro, nous essaierons de répondre au plus grand nombre de questions. Nous avons pas mal de questions et nous allons commencer. Comment est-ce que l'on intègre les connaissances utilisées par les secteurs de droite dans notre travail? C'est une question spécifique pour Ayesha sur le travail avec les institutions et les universités. J'ai déjà répondu à cela parce que nous avons dit qu'il travaille avec des ONG et d'autres organisations. Nous avons une question de Victor. Il a dit, il demande, est-ce qu'il y a une différence entre la violence contre les femmes et analyser les violences commises par les hommes? Est-ce qu'on a la possibilité de développer d'autres modèles? Je suis en train de lire les questions affichées dans le chat, OK? Voilà la dernière question. Je ne connais pas la réponse. Les 4 féministes, c'est une question sur les 4 féministes. Également, il y a une question spécifique pour Diana. Comment d'autres facteurs comme la condition socio-économique ou l'emplacement géographique peuvent influencer l'intersectionnalité? Je vais m'arrêter ici pour que vous puissiez répondre. Je ne sais pas si les intervenants voudraient commencer à répondre. Lachman, moi, je peux commencer? Oui. Je ne suis pas sûre si j'ai bien compris la question que vous avez partagée, cette question de la violence contre les femmes ou les hommes qui sont violents. Mais disons,
L'engagement des hommes et des garçons est quelque chose d'essentiel pour notre travail. On ne peut pas travailler sur les violences à l'égard des femmes sans travailler avec les hommes. Un des aspects qui, est devenu très clair dans notre recherche, c'est une des conclusions les plus importantes de notre travail, c'est que les programmes qui se limitent à travailler avec les hommes violents ne marchent pas tellement bien. Mais les programmes qui travaillent avec les hommes et avec les femmes marchent mieux. Nous savons que nous devons travailler avec les hommes, nous devons travailler avec les hommes conjointement avec les femmes et il faut être très soigneux. Il faut engager les hommes dans certaines perspectives. Le fait d'engager les hommes dans des perspectives limitées peut ne pas être tellement utile. Mais je répète, c'est essentiel d'engager les hommes et les résultats ont été mieux que quand les hommes ne sont pas engagés. Merci Diana, allez-y. Merci. Premièrement, sur la question précédente sur la violence à l'égard des femmes, comme Aïcha a dit, c'est tellement important de travailler avec les hommes, mais il ne faut pas travailler avec les hommes pour renforcer la structure du pouvoir masculin des hommes, parce que c'est une erreur assez commune. Ce qu'il faut faire, un autre critère, c'est de travailler avec les hommes pour rompre avec le continuum des violences à l'égard des femmes et pour transformer la façon dont les relations interpersonnelles sont bâties. Mais je pense que c'est question des hommes aussi d'occuper un rôle où ils puissent réfléchir à leur propre subjectivité et c'est la responsabilité des hommes de voir de quelle manière ils vont transformer les relations de propriété qu'ils exercent et de dominance, contre les femmes ou à l'égard des femmes, surtout en matière de relations sexo-affectives. Mais et par rapport au statut ou à la condition socio-économique, le fait de parler d'intersectionnalité nous mène à penser aux conditions socio-économiques. Pourtant, dans des pays comme le Cameroun ou le Congo, la République de la RDC, nous voyons que les hommes noirs qui sont affectés par ce système colonialiste ont beaucoup plus de privilèges que les femmes. Euh, au moment de prendre une décision de la famille sur qui va être le gagne-pain, par exemple, ou qui sera l'aidant, ce sont toujours les femmes qui deviennent les aidants ou les aidantes. Et donc, voilà un facteur déterminant. Bien sûr, il faut analyser la condition socio-économique, mais cela ne peut jamais justifier la manière dont les hommes euh, puissent réactionner pour exercer le pouvoir exercer le pouvoir contre les femmes. Le fait que les hommes sont dans une situation de pauvreté les mène à être violents à l'égard de leur couple. Si c'était comme ça, les femmes seraient extrêmement violentes. Nous serions en train de tuer plusieurs hommes partout dans le monde parce que les femmes sont beaucoup plus exclues. Mais nous avons une relation différente à ces façons socio-économiques qui ont mis les femmes dans des conditions de pauvreté qui sont parfois et souvent dans une relation plus basse que celle des hommes. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a une main levée, alors nous allons passer la parole à ceux qui veulent participer. Si vous voulez intervenir, levez la main et je veux débloquer votre micro. Vous pouvez le faire vous-même. Nous avons aussi des participations dans le chat. Un participant qui dit qu'il y a des problèmes de son. Alors, on va passer la parole à Sri Komar et après à Sita Shankar. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les présentateurs. Ça a été merveilleux. Je suis de l'Inde. Je travaille à analyser et rechercher les masculinités dans les écoles publiques, un contexte où il y a beaucoup de tensions religieuses et euh, des troubles de l'ordre politique. Nous devons penser à l'espace académique et
à ce qui se traduit dans les espaces des écoles publiques. Ma recherche se concentre sur les rapports entre les différentes identités dans les écoles publiques et nous voulons comprendre, et ma question a deux parties. La première, comment est-ce que nous comprenons la décolonisation et localisation qui prend la réalité? Et la deuxième partie est liée au travail d'Ayeja, je pense. Comment est-ce qu'on finance ce type de recherche? Non seulement à niveau mondial, mais aussi à niveau national. Quel est le niveau de financement parlant de recherche académique? Et pour travailler dans ces intersectionnalités à niveau des écoles, comment est-ce quel est le statut du financement? Comment est-ce que vous le faites à niveau intersectionnel, à ce niveau? Est-ce que quelqu'un peut intervenir et nous aider? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions de du panel des participants? Et après, on va répondre toutes. Merci, excellente présentation, excellent débat. Ma question, d'ab je veux passer une question et je veux faire quelques commentaires sur ce qui est en train de se passer dans mon pays. Je suis de l'Inde et cela est un peu différent de ce dont on est en train de discuter, mais j'ai eu ce doute depuis des années, travaillant avec des groupes féministes. C'est fantastique de parler des masculinités, du patriarcat et essayer de modifier les choses, mais quand les femmes, nous autonomisons, par exemple, quand nous essayons d'être égales et de entrer dans des espaces où il y a des postes de responsabilité. Comment est-ce que nous faisons quand nous voyons que des femmes oppressent des autres femmes? Est-ce que nous avons les connaissances du sujet que le patriarcat est un problème? Mais après, il y a beaucoup d'inégalités à cause de l'oppression posée par les femmes contre les femmes. Je le vois dans beaucoup de lois dans mon pays. Et dans les droits des femmes, on suppose que les femmes reçoivent justice autour de cela. Mais après, on voit qu'il y a des femmes qui exercent l'oppression contre d'autres femmes. Et il y a, et cela ne devrait pas être le cas. Et nous devons faire un travail d'introspection et de dire non seulement que les femmes n'ont pas la responsabilité de lutter contre les inégalités, mais nous devons réfléchir. Est-ce que nous sommes redevables auprès d'autres femmes? Merci. Et après, je vais passer la parole à l'autre participant qui voulait intervenir. Sita, est-ce que vous voulez intervenir? Imitias, est-ce que vous nous entendez? Oui, je m'excuse. Je suis dans un espace où je ne peux pas allumer ma caméra parce que nous n'avons pas beaucoup d'électricité. Par rapport à la question de financement, je ne sais pas beaucoup sur le contexte en Inde, mais à Bangladesh, par exemple, ça fait 12 ans que nous travaillons dans les centres d'études des masculinités et nous avons reçu une importante somme pour travailler dans la question des masculinités. Et je travaille visitant des écoles. Nous avons visité 500 écoles à Bangladesh. Il y a des opportunités pour recevoir des financements. Ce que nous devons faire est vraiment nous connecter avec les personnes qui sont dans le pouvoir pour le faire. Voilà l'une des questions. Et deuxièmement, par rapport aux masculinités, nous avons essayé de développer un travail de décolonisation qui
nous mène à explorer, disons, de manière plus profonde. Mais rapidement, la construction de masculinité, la manière dont nous l'observons est multiple. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le contexte de Bangladesh? Où il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, mais les changements ne sont pas durables. Par exemple, les femmes arrivent au pouvoir, mais les hommes n'acceptent pas qu'il faut coexister avec elles. Alors, l'indice de divorce augmente, par exemple, parce que ce sont des situations qui sont inacceptables pour les hommes. Cela est quelque chose où il faut travailler et il faut l'observer depuis notre position de travail. Quand les hommes se rendent compte de l'importance du fait que les femmes puissent s'autonomiser et qu'ils ont besoin de l'aide pour cela faire, nous avons beaucoup travaillé dans cet aspect et il y a des ressources que je peux partager avec vous et que vous pourrez trouver dans le Centre des hommes et des masculinités. Rapidement, voudrais parler de la décolonisation, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. La dernière chose que je voulais contribuer est qu'à niveau local, nous devons penser au contexte spécifique dans lequel nous travaillons et sur la nature des masculinités pour comprendre nos 12 ans de travail dans observant la construction des masculinités à niveau local et à niveau national. Nous voyons des changements dans le rôle des masculinités. Les masculinités aussi deviennent plus influentielles dans le Moyen-Orient, par exemple. C'est une chose que nous avons observée depuis quelque temps et nous l'avons étudiée aussi. Merci. Merci. Je ne vois pas d'autres mains levées. Alors, peut-être nous pouvons entendre nos présentateurs. Une brève ronde de réponses et après nous passerons la parole à Bianca. Je veux prendre cette occasion pour remercier Diana, Ayesha, Sohanour. Merci de votre participation aujourd'hui. Diana, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Parce que tu avais levé la main. Oui, je l'avais levée, mais bon, je vais intervenir sur ces questions passionnantes. Je voudrais me concentrer sur la question des femmes et l'oppression des femmes sur d'autres femmes. Les femmes ne sont pas grandies ou construites dans une boule de verre et c'est là, beaucoup de femmes ne sont même pas intéressées à déconstruire le pouvoir et il faut le critiquer cela aussi. Le fait de dire que nous devons transformer les rapports de pouvoir implique la manière dont les femmes exerçons cette forme de violence contre les autres. Ce n'est pas que les femmes sont bonnes par nature. Le naturalisme n'existe pas. Il faut travailler dans cette reconstruction des rapports de pouvoir. Et je veux li- lier cela avec l'autre commentaire. Hommes, quand ils se rendent compte que les femmes sont dans le pouvoir ou qui gagnent des espaces, il y a un contre-coup. Nous l'avons vu comme la transformation du patriarcat. Ils se rendent compte que nous sommes dans le scénario pouvoir. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment est-ce que le patriarcat va changer pour inclure leur manière de violence et oppression dans ce scénario? L'une d'elles est de attaquer la manière dont nous avons nos rapports sexo-affectifs, parler de notre passé sexuel, nous identifier avec le fait que nous sommes les voix ou les corps utilisés par le système masculin. Mentionner que nous sommes là parce que nous venons d'être les femmes, les filles, les mères d'un tel ou tel homme qui a eu cette
un droit de pouvoir et en général, voilà une manière où ils changent pour continuer à affaiblir et ou réduire les assises de pouvoir par les femmes dans ces espaces. Parce que malheureusement, non tous les hommes sont en faveur d'avancer dans leur masculinité. Et quand les femmes sont avancées, beaucoup d'hommes, ce qu'ils ont fait, c'est d'avancer à construire de nouvelles manières de violence pour rendre les femmes au même statut où nous avons été historiquement, le statut de subordination. Est-ce que je peux intervenir? Je voudrais dire aussi quelque chose sur le fait que les femmes oppressent d'autres femmes. Je pense que nous sommes tous responsables, bien sûr, pour générer, pour bâtir un nouveau monde, pour construire de nouveaux rapports avec les autres personnes. Et je ne pense pas que les femmes soient plus responsables que les autres parce que nous continuons à vivre dans un système inégal, dans un système de pouvoir et ce dont nous avons besoin et ce que nous voyons est que nous avons besoin de faire beaucoup d'interventions répétées dans le temps pour qu'on puisse arriver à une transformation dans les rapports de pouvoir entre communautés, entre réseaux, entre populations. Je pense que oui, nous devons tenir compte de ça. Ce type de changement que vraiment transforme les sociétés entières va prendre des décennies. Nous pourrons générer un programme de changement, mais nous savons que c'est un programme qui semble fantastique, qui apparemment il va changer le comportement dans un espace, mais peut-être cela aura des conséquences nuisibles dans d'autres secteurs. Alors, il y a une grande différence, il y a des violences qui sont différentes dans différents secteurs. Alors, nous avons travaillé dans des ressources pour cela et nous pourrions continuer à en parler. Mais je voudrais dire quelque chose sur l'autre question. Comment décoloniser vraiment depuis notre perspective ce que nous cherchons et de faire des recherches ou des propositions qui vraiment travaillent à niveau local. Là où les questions soient abordées à niveau communautaire et qui soient identifiées à niveau local. Et en particulier, en partenariat avec d'autres. Je pense que cela est important non seulement pour l'agenda global, mais il faut travailler aussi à niveau local, dans les priorités à niveau local. Il faut s'assurer que le rapport ou les façons de connaissance soient représentées à niveau local. Je sais que c'est le point de vue de l'association où je travaille. Dans les propositions de recherche que nous menons et que nous préparons quand nous parlons de décolonisation et de recherche dans cet aspect. J'ai un document par rapport à la décolonisation qui est très intéressant que je peux partager avec vous. Et finalement, merci beaucoup de m'avoir permis de participer dans cet échange. Merci. Fantastique. Je pense que c'est un bon moment pour vous rappeler tout ce qui a été achevé avec la déclaration de Ubuntu et avec le changement de système féministe pour le changement dans l'agenda féministe pour aborder quelques aspects qui ont été mentionnés aujourd'hui. Nous allons lancer aussi une course en ligne sur masculinité et patriarcat. Nous allons parler sur ces aspects et le débat va continuer demain et après-demain. Encore une fois, je voudrais remercier à tous et à toutes
Diana, Ayesha, Soarnour, et je vais passer la parole à Bianca. Merci. Est-ce que quelqu'un doit silencier son micro? Bon, bonjour de nouveau, merci d'être avec nous. Nous sommes vers la fin de notre session. Je voudrais prendre un moment pour connecter avec les autres. Nous, une des choses que nous avons dit quand nous avons organisé cet événement est que si c'était un événement en présentiel, on pourrait être ensemble pendant la pause café. Voilà les bénéfices des réunions présentielles. Et pour cela, je pense que nous avons 10 minutes. Nous allons donner une opportunité d'ouvrir la salle. Vous aurez la possibilité de rejoindre chaque salle selon la langue où vous voulez participer. Il y aura une salle en anglais, une autre espagnol, une salle en français. Alors, selon le groupe où vous voulez participer, choisissez votre salle. Vous aurez 10 minutes à peu près pour connecter avec les uns les autres. Honnêtement, ce sera libre. Vous pourrez dire bonjour ou d'où vous vous connectez, pour quelle organisation vous travaillez ou quoi que vous voulez partager. C'est une opportunité pour faire connaissance des autres. Alors, je vais ouvrir les salles des breakout rooms. Donc, les participants devraient venir à la plénière. J'espère que vous avez réussi à, vous connecter avec les autres membres. Et les salles étaient un peu larges dans quelques cas. Les temps s'épuisent, donc je vais passer la parole à Yoni Lachman pour qu'il partage quelques remarques de clôture avec nous. Merci. On se revoit demain, on se retrouve demain. Merci. On se retrouve demain.